bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 1 de la saison 2 des épisodes consacrés à l'Ivy League. Ça me fait plaisir de vous retrouver, ça veut dire que la saison est très proche de reprendre. Coucou à tous les anciens, coucou à tous les nouveaux. J'explique comment ça va se passer. Les anciens, vous ne serez pas trop dépaysés. Un épisode par semaine où on reviendra sur les matchs de la semaine dernière et on se projetera sur les matchs qui arriveront ce week-end-là. L'Ivy League, qu'est-ce que c'est pour ceux qui sont un petit peu curieux? C'est tout simplement la conférence la plus prestigieuse en termes académiques qui contient en son sein 8 vieilles facs du nord-est des États-Unis. Voilà, je vais vous faire un petit topo des noms: Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, bien évidemment, Princeton, Penn et Yale. Voilà pour les 8 facs. C'est une conférence FCS, donc de 1A, donc deuxième division comme on peut appeler abusément. Cette conférence a la particularité de ne jouer que 10 matchs pendant la saison et de ne pas participer aux playoffs FCS. Pour des raisons académiques, voilà, de toute façon, c'est un peu leur argumentaire si on leur pose des questions sur le pourquoi du comment, parce que c'est une raison académique à chaque fois. Voilà, donc ce premier épisode, on va discuter grosso modo de la présentation globale de la saison, les forces en présence, les joueurs clés à suivre. Les matchs aussi, pareil, qui vont être plutôt importants. Je vais essayer de me mouiller un peu sur mes pronos. Et puis on fera un tour d'horizon sur la première semaine de compétition qui commence donc samedi avec aucun match entre des équipes de la Ivy League. Ça sera principalement contre des équipes de la Patriot League. On y reviendra un petit peu plus tard. Avant de passer à cette saison, un rapide tour d'horizon de ce qui s'est passé la saison dernière en 2023. Alors c'était un petit peu particulier en 2023 puisqu'il y a eu 3 champions de la Ivy League, Harvard, Yale et Dartmouth, qui finissent tous les 3 avec un bilan de 5-2 en conférence. Voilà. Alors, pareil, la Ivy League a la particularité, donc chaque équipe se rencontre une fois, donc ça fait un round robin un peu à la manière de la Big 12 avant l'année dernière et l'arrivée des 4 derniers. Donc voilà, chaque équipe se rencontre, c'est cool, et en cas d'égalité, en fait, peu importe le résultat finalement entre les équipes, ils sont considérés comme co-champions. Voilà, ils s'embêtent pas trop en Ivy League. Donc cette année, l'année dernière, Harvard, Yale et Dartmouth ont été champions dans une saison assez sympa à suivre, puisque voilà, tout s'est joué sur le dernier match avec la victoire de Yale contre Harvard qui a permis à Yale de remporter le titre et a empêché Harvard surtout d'être champion tout seul, parce que si Harvard avait remporté the game contre Yale, et en fait c'était Harvard qui était champion tout seul de l'Ivy League. Mais voilà, le sort en a décidé autrement, en tout cas les joueurs et le jeu en a décidé autrement. Alors pourquoi l'Ivy League c'est particulier aussi? Parce qu'en fait vous allez vous rendre compte que c'est quasiment tous les week-ends c'est des matchs de rivalité en fait, parce que c'est forcément des rivalités qui se jouent depuis la nuit des temps, ou pas loin, et donc forcément il se crée des rivalités tout simplement entre les différentes facs. On pense bien sûr à Yale Harvard, Yale Princeton, Harvard Princeton, Cornell Columbia, enfin voilà quoi, il y a tous les matchs sont des rivalités, aussi simples que ça. Et c'est ça qui rend aussi la saison intéressante à suivre, parce que on a l'impression d'avoir des bons matchs, en tout cas en termes d'affiches chaque week-end, et ça c'est quand même plutôt cool à suivre. Rapidement, un petit tour d'horizon de ce qui s'est passé à l'intersaison, surtout au niveau des coachs. Il y a eu 4 intronisations de nouveaux head coach. Alors, 3 intronisations et un head coach qui était intérimaire et qui a été confirmé comme coach de façon pérenne. Alors on va commencer par Dartmouth. Voilà, c'est Samuel McCornell qui a été sacré meilleur coach de l'année 2023 par ses pairs, 2023 en Ivy League, pardon, et qui est devenu head coach à proprement parler. Il avait été intérimaire la saison 2023 puisque Buddy Stevens, le head coach légendaire du Big Green, est malheureusement décédé peu avant la saison. Alors il était déjà head coach avant le décès. Il y avait donc eu un accident de Buddy Stevens, il y avait un accident de vélo aux environs du mois d'avril, je crois, et donc il n'était pas en état de coacher. Donc voilà, il a été remplacé, et peu avant la saison, malheureusement, Buddy Stevens est décédé. Voilà, une grosse perte pour l'Ivy League et même le monde du college football de manière générale, hein. C'était un sacré coach, un sacré homme, et voilà, il est amèrement regretté partout où il a pu passer. Sammy McCornell donc prend la suite avec beaucoup de talent, hein, puisqu'il en a rapporté mine de rien pour sa première saison Ivy League l'année dernière, et donc forcément les demandes vont être importantes pour lui et il va être attendu au tournant.
Autre coach légendaire qui a été remplacé, c'est Tim Murphy, le légendaire coach d'Harvard. Après 30 saisons à la tête du Crimson, c'est Andrew Orich, un ancien homme à tout faire, couteau 6, OEL, tight end, fullback de Princeton, qui le remplace. Il était coach des tight ends à Rutgers. Ça fait 3 ans qu'il était 4 ans qu'il était du côté de Rutgers, et avant ça, il a pas mal été aussi du côté de Princeton. Alors, concrètement, au moment de l'annonce, ça n'a pas été la grosse joie hein, du côté de Cambridge, pour être tout à fait honnête. Plutôt la soupe à la grimace. On va voir ce que ça va donner. Il a quand même des grosses chaussures à remplir. On lui souhaite le meilleur, mais en tout cas, déjà, sa première saison, ça sera plutôt cool parce qu'il y a pas mal de bons joueurs quand même du côté d'Harvard, on va y revenir bien évidemment. Et puis il a gardé quasiment l'intégralité de son staff. Voilà, donc une transition pas trop violente pour Harvard, mais voilà, on sait que c'est probablement avec Yale la fac qui a le plus d'ambition de manière générale année après année. Donc voilà, donc il ne va pas falloir qu'il traîne trop en chemin. Sinon, du côté de l'État de New York, Columbia et Cornell ont aussi changé de head coach. Là, pour le coup, c'est surtout une question on va dire de résultats, hein, tout simplement. John Pop va aller du côté des Lions. C'est l'ancien head coach d'Union qui était en Division 3. Donc ça, c'est plutôt il a fait plutôt du bon taf. Donc voilà, ça c'est pour le coup, là, les fans des Lions ont été assez contents du choix. Il remplace le coach intérimaire Mark Fabiche, pareil, qui n'a pas par contre lui donné satisfaction lors de sa année d'intérim l'année dernière. Voilà, Columbia qui avait une grosse défense, mais une attaque absolument famélique. On y reviendra tout à l'heure. Cornell, c'est Dan Swanstrom, l'ancien offensive coordinateur QB de coach de Penn, qui remplace David Archer. C'est un choix que je trouve à titre personnel assez excitant parce que Penn était assez cool à avoir joué l'année dernière, notamment au niveau offensif. Donc ça c'est cool. Il a fait du bon taf autant au niveau de coach de QB que coordinateur offensif, et ça c'est bien. Et il a un petit côté régional dans tout ça, c'est qu'il a été coach d'Ithaca College, donc c'est une Div 2 je crois si je dis pas de bêtises. Ithaca College, c'est l'autre fac qui se trouve à Ithaca, avec en plus de Cornell. Donc voilà, donc il connaît un peu les lieux. Alors ça sera pas au même niveau, ça sera pas avec la même pression, mais voilà, il connaît un petit peu ce qui se fait tout autour. Rapidement, alors du côté des joueurs, peu de transferts in, parce que c'est toujours aussi compliqué de rentrer en Ivy League, et pas mal de transferts out malheureusement. Je vais vous en citer 2-3 qui en avaient d'intéressant, surtout voilà, du côté de Harvard, c'est Matt Hudson qui est parti du côté de Memphis, et il est quasiment titulaire au niveau des linebackers. On a Jacob Rizzi qui est parti du côté de Florida State. Je crois qu'il est un peu un peu coincé dans la too deep, mais voilà, il était quand même allé du côté de Florida State. On a Joey Slackman qui était vraiment attendu, un des transferts les plus suivis l'année dernière. Il est allé du côté de Florida et je crois qu'il joue pas beaucoup malheureusement. Qui on a eu d'autres d'intéressants? On a Jonathan Mendoza qui est du côté de Louisville et je crois qu'il est titulaire. Donc ça c'est une bonne pioche du côté de Louisville. Et un autre bonne pioche du côté de Louisville, c'est Thor Griffith, le defensive, je crois qu'il joue nose tackle du côté, en tout cas de defensive tackle de Harvard, qui est aussi du côté de Louisville, et je crois qu'il est titulaire. Voilà. Donc, pourquoi ces joueurs ils partent? Parce qu'ils peuvent pas rester une 5e année en fait du côté de l'Ivy League. Tu ne peux pas jouer une fois que tu as eu ton diplôme. C'est ciao, au revoir, à plus tard. Et malheureusement, ça a été le cas de pas mal de bons joueurs. Et en fait, quand on voit quand même les destinations des joueurs qui rentrent du portail des transferts, ils vont quand même souvent en FBS, hein. Alors pas forcément dans des grosses, dans des énormes facs, mais on a beaucoup de Duke, on a quand même pas mal de Miami, on a du Georgia Tech, enfin voilà, quelquefois du UCLA, du Stanford. Bon, ça reste académiquement des facs assez importantes, mais voilà, ça montre quand même que quand on fait partie du haut niveau de la Ivy League, on a quand même le niveau pour jouer à très très haut niveau, et ça c'est quand même plutôt cool. Très clairement, tout ce qui touche au droit, enfin en tout cas à la rémunération et au droit d'image, c'est pas la priorité numéro 1 de l'Ivy League, ce qui est, bon, qu'on soit très clair, un petit peu dommage, parce que très clairement, s'ils s'en donnaient les moyens, ça pourrait être bah, en tout cas une fac enfin, une conférence qui attirerait encore plus les recrues, en tirerait encore plus parce que
encore une fois, il y a quand même pas mal de bonnes recrues qui jouent de la Ivy League. Là, j'ai vu tout à l'heure, il y a un receveur border, enfin 3 étoiles, bien, assez bien classé, Ryan Matulevich, qui a commit à Dartmouth, alors qu'il avait des offres de Texas A&M, de Tennessee, de South Carolina. Donc, vous voyez, c'est quand même on va dire une des facs qui attire parce que académiquement, bah, quand vous sortez avec un diplôme, c'est quand même vachement cool et que le niveau est quand même relativement élevé. Alors, c'est pas toujours le haut du panier du FCS, mais de temps en temps, il y a quand même des équipes qui sont hyper fortes et je pense que ça sera le cas de cette année, pas toutes, mais quand même le cas cette année. Donc voilà, donc l'Ivy League reste campé dans ses positions. Il n'y a pas forcément une grosse envie voilà, de mettre en place des collectifs consacrés voilà, à tout ce qui est argent et droit d'image. Il n'y a pas de volonté de participer au playoff FCS, qui, je pense, est quand même un petit peu dommage. Alors parce que bah, ça serait cool de voir une équipe de la Ivy League là-bas, voir ce qu'elle pourrait faire. Parce que bon, de temps en temps, je pense qu'il y a des équipes de la Ivy League qui pourraient être top 10 sans trop de soucis. Voilà, est-ce que ça va évoluer incessamment sous peu? Honnêtement, je ne suis pas certain. Ils sont contents de là où ils en sont. Et c'est pas dans l'air du temps. Et faudra pas compter sur une arrivée prochaine des facs de l'Ivy League en playoff FCS ou alors sur le marché des portails des transferts à raison d'offres à 1 million de dollars. Voilà, voilà. Quoi vous dire de plus par rapport à tout ça? Voilà, je pense qu'on peut se projeter sur très clairement la preview de la saison de manière globale. Je vais vous dire qu'il y a à peu près, je dirais, 3 tiers d'équipes dans cette Ivy League. Il y a un tiers faible avec 2 équipes, Columbia et Cornell. Un tiers intermédiaire, je dirais, avec Brown et Princeton. Et un tiers haut avec Harvard, Penn, Yale et Dartmouth qui devraient se partager le titre si tout va bien pour eux. Alors on va commencer par les derniers de la classe si ça vous va. On va commencer par Columbia. Columbia l'année dernière un bilan de 3-7 et 1-6 en Ivy League. L'une des meilleures défenses de tous les FCS, mais une des attaques absolument putrides. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont de retour en défense et ça c'est quand même plutôt cool. Mais offensivement, il va falloir trouver un QB et ça va être un petit peu plus compliqué. Alors, le nouvel head coach, John Pop, a gardé le coordinateur défensif et a viré le coordinateur offensif. Donc déjà, il a réussi à avoir, on va dire, un regard extérieur intéressant sur ce qui s'est passé l'année dernière. Voilà. Après, il y a très clairement un déficit de talent par rapport à d'autres équipes. Surtout, en fait, du côté de l'attaque. C'est Chase Goodwin, le sophomore qui sera QB cette année. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. C'est défensivement par contre qu'on on a un peu plus de certitude. CJ Brown, le linebacker, avec Patrick Passalaka, pardon, voilà, un duo de seniors intéressant. Et Justin Townsend aussi, le defensive lineman, c'était tout simplement le meilleur, celui qui a fait le plus de sacs l'année dernière en Ivy League, c'est Justin Townsend. Donc voilà, donc pas mal on va dire, de certitude en attaque, en défense, pardon. Par contre, en attaque, c'est être un petit peu plus compliqué. Alors Joey Georgie, le running back, j'en avais pas mal parlé, est de retour, donc ça c'est cool. Il y a un peu d'expérience du côté de l'offensive line, mais voilà, est-ce que ça sera suffisant pour sortir des bas-fonds de l'Ivy League? Je ne sais pas, je pense pas non plus, parce que ça manque quand même un petit peu de talent, peut-être au niveau aussi, on va dire, des postes de receveurs. Voilà. Il y a Marcus Lindman notamment qui pourrait être intéressant, James Miller de Tyden. Mais voilà, il y a moins de certitude qu'en défense et il va falloir progresser à ce niveau-là s'ils veulent remporter plus de matchs que l'année dernière. Sachant que le calendrier n'est pas simple et notamment d'entrée de jeu contre Lafayette ce week-end, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc pour moi, ils vont malheureusement terminer dernier de la Ivy League, mais probablement progresser par rapport à ce qu'ils ont montré l'année dernière, notamment offensivement. De toute façon, ça pourrait pas être pire. Direction Ithaca maintenant dans l'état de New York, on va parler de Cornell. Alors Cornell, c'est un petit peu, j'arrive pas pareil, non c'est pas pareil, mais disons que Cornell a quelques certitudes plutôt offensives et quelques, on va dire, difficultés en défense. Pourquoi des certitudes offensivement? Parce qu'il y a probablement le meilleur duo quarterback-receveur de la ligue avec Johnson Wong, le quarterback senior, et Davon Keezer, le receveur. Même Matt Houfers il retourne les punts aussi. Donc voilà, donc là il y a pas mal
de certitude côté au niveau de l'attaque, pardon. Par contre, niveau défense, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, il y a Luke Barmbury, le linebacker, qui devrait réussir à faire le taf. Mais de la même façon, ils ont perdu pas mal de monde avec le départ de David Archer, le head coach aussi. Donc, à voir ce que ça va donner. Mais je suis pas pareil. Il faudra pas avoir trop. Alors, je pense que il faut pas s'attendre à des mondes et merveilles de Dan Sansom sur sa première saison. De toute façon, Cornell est un problème qui a un petit peu de mal, hein. La dernière saison victorieuse, entre guillemets, avec plus de victoires que de défaites, c'est 2005. Voilà. Mais bon, Jameson Wang est là. On risque d'avoir offensivement, un peu de choses sympas à voir maintenant si Jameson Wang, de haut de ses 3 ans d'expérience en tant que titulaire, est capable de faire gagner des matchs à Cornell. On aura déjà une réponse ce week-end face à Colgate. On y reviendra un petit peu plus tard. On va passer maintenant au ventre mou, entre guillemets. Je vais commencer par Brown. Brown 5-5 l'année dernière. On va dire, c'est pas mal parce que Brown, c'est la première fois qu'il termine avec un bilan ce bilan depuis 2015. Donc c'est quand même plutôt encourageant. Jack Wilcox, quarterback, ultra spectaculaire de retour. Donc ça, c'est plutôt cool. L'OL, bien vieille, bien expérimentée, notamment au niveau des guards avec Aiden Bosick et Jack Connolly. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, les receveurs, c'est quand même très clairement le point d'interrogation. Alors, je compte sur Jack Wilcox pour être capable, grâce à son niveau, son expérience, de faire step up des mecs à côté de lui. Mais au moment où la saison démarre, on n'est quand même pas sûr de grand-chose au niveau des postes des receveurs. Donc voilà, ça sera à eux de se découvrir du talent à ce niveau-là. J'ai oublié de mentionner bien évidemment Stockton Owen, leur meilleur running back, qui est capable quand même on va dire, d'attraper, de jouer un peu en poste de receveur. On va voir ce que ça va donner. Je pense qu'il sera quand même relativement utilisé parce que c'est une valeur sûre pour Jack Wilcox, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit un petit peu partout. Au niveau défensif, il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que probablement le meilleur joueur défensif de la Ivy League est présent du côté des Bears, Isaiah Reed. Il était, je crois, All-American, enfin second All-American Team en pré-saison FCS. Donc voilà, c'est quand même, ça vous marque un joueur. Donc voilà, donc de ce côté-là, de manière générale, les DP côté Browns, ça devrait aller. Mais voilà, on a un peu des incertitudes au niveau du front seven. On va voir ce que ça va donner. Pareil, là, on va être sur, je pense, un bilan pareil 5-5 en fonction de comment est capable, enfin, que ce que Jack Wilcox est capable de faire au poste de quarterback, sachant qu'il y a énormément de quarterbacks qui sont de retour cette année en Navy League, donc ça c'est plutôt cool. Mais au niveau des receveurs, c'est un petit peu en fonction, c'est un petit peu morne pleine du côté de Brown, donc à voir ce que ça va donner. Deuxième programme dans ce ventre mou, c'est Princeton. Princeton qui lui va changer de quarterback, hein, mine de rien. Blake Stenstrom n'est plus là, voilà, il est senior, il est parti. Je dois avouer que j'ai cherché un peu les infos et j'ai pas trouvé qui sera le quarterback titulaire de Princeton. C'est un peu la surprise. Alors peut-être qu'au moment où j'enregistre et samedi il y aura la réponse, mais pour l'instant je ne sais pas. Défensivement, ça tient la route, hein, Princeton. Bob Suras fait toujours un excellent boulot. Alors c'est vrai que la saison dernière, c'était pareil, un bilan de 5-5. C'était pas terrible, alors qu'ils étaient 35-5 sur les 4 saisons d'avant. Voilà, donc très clairement une baisse de régime inquiétante, hein, pour Princeton. Défense plutôt cool. Par contre, offensivement, ça a été compliqué. Je pense que Blake Stenstrom soufflait trop le chaud et le froid, pardon, pour être réellement performant. Heureusement, du côté des retours, on a John Volker, le running back est de retour, et Luke Colella qui était le meilleur receveur. Ça, c'est plutôt bien. Par contre, défensivement, il n'y a que Nazir Hill qui est le seul joueur avec des Ivy au nord, donc qui est de retour en défense. Donc ça, il y a toute une défense à reconstruire. Mais après, Princeton a quand même cette capacité à souvent très bien recruter par rapport à d'autres programmes de la Ivy League qui ont un peu plus de mal. Princeton, voilà, ça devrait le faire. Du côté de la defensive line, il y a Jake Del Garbino, qui est plutôt un joueur sur qui compter cette année. Mais voilà, qui va être au poste de quarterback et qu'est-ce que ça va donner?
Alors, d'après ce que j'ai compris, ça pourrait être enfin, d'après les infos que j'ai eues, ça pourrait même être un freshman qui joue. On va attendre un petit peu, voilà, on va attendre un petit peu d'en savoir plus. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'on voit plusieurs quarterbacks aussi faire une rotation en début de saison. On va voir tout ça. Allez, direction Hanover maintenant pour parler du Big Green de Dartmouth, la surprise de la saison dernière. Probablement l'équipe la plus complète, je pense défensivement en termes de talent. Il y a notamment un duo de linebackers Braden Mullen et Danny Cronin qui est hyper intéressant. Mais la question, c'est de savoir offensivement ce qu'ils vont proposer. Parce que je pense que ça manque très clairement de playmaker. Ça manque de playmaker au poste de quarterback déjà pour commencer. Alors Nico Ward, lequel j'avais beaucoup tapé l'année dernière, est parti. Il est parti à Butler d'ailleurs, c'est assez marrant. Il fait les beaux jours de Butler, il a fait un sacré début de saison. Et donc c'est Jackson Proctor qui devrait prendre la suite. Plus passeur, alors il a un peu un profil de Hasret, mais il est quand même beaucoup plus passeur que Nico Ward, qui avait quand même des énormes difficultés à la place. Euh, voilà, il sera aidé par une ligne offensive bien, là, bien vieille, bien Ivy League comme on l'aime. Il y a Paxton Scott, le receveur, qui a pas mal d'expérience aussi, mais voilà, à côté, je ne sais pas. Il y a Quid Jones, le running back, qui devrait faire le taf aussi, mais c'est surtout défensivement, je pense que Dartmouth va gagner des matchs. Brandon Mullen, le defensive line l'année dernière, c'est 5 5 et demi et c'est beaucoup d'expérience qui revient. Ils ont un très bon, j'en avais parlé l'année dernière, ils ont un très bon kicker aussi, alors que c'était un freshman, Owen Zalk. Donc voilà, donc il y a pas mal, voilà, comme je dis, je pense que c'est l'équipe la plus complète, notamment défensivement, mais est-ce que offensivement ils vont trouver les armes pour être capables de marquer des points, parce que je pense que c'était un peu leur problème l'année dernière, pour gagner tout seul l'Ivy League, j'ai envie de dire. Parce que mine de rien, en fait, Dartmouth a quand même remporté la Ivy League l'année dernière. J'ai beau taper sur Nico Ward, ils ont quand même remporté la sortie. Donc, ouais, donc ça va être quand même compliqué à remplacer, mais je fais quand même confiance, on va dire, à Sammy McCorgle pour trouver la bonne formule. Il a réussi à trouver l'année dernière dans des circonstances pardon, très, très compliquées. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on revoie quand même le Big Green en haut du classement cette année encore. Pardon. Moi, je dois avouer que je les mets quatrième. Je les mets quatrième. Parce que voilà, c'est un peu l'inconnu au niveau des postes, des skills position en attaque. Et que par rapport aux autres équipes dont on va parler juste après, pardon, il y a une petite différence à ce niveau-là. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils terminent premier parce que défensivement, il y a énormément de bons joueurs et c'est l'équipe qui est très expérimentée. Paradoxalement, Yale ne l'est pas du tout expérimenté. Ils ont perdu énormément de personnes à l'intersaison, notamment, j'en avais beaucoup parlé, Nolan Grooms, hein, vous vous souvenez, le quarterback assez excitant des Bulldogs. Mais je leur laisse le bénéfice du doute parce que tout simplement ils recrutent quand même excellemment bien. Alors pareil, j'ai pas l'info sur qui sera quarterback titulaire pour être tout à fait honnête, mais on devra avoir l'info qui tombe assez rapidement. Il y a un one-two punch en poste de running back quand même très intéressant avec notamment Joshua Pitsenberger, l'un des meilleurs rushers de la ligue, pardon, tout simplement. Défensivement, il y a quand même les deux tackles, Alvin Gullet et Dylan Young, qui sont quand même plutôt intéressants. Au niveau des cornerbacks, il y a Shane Wheaton qui fait le taf aussi. Voilà. Il y a quand même pas mal de questions sur cette équipe de Yale, hein, qu'on soit très clair. En fait, avec le recul, j'aurais presque pu les mettre derrière Dartmouth, parce que en fait, les critiques que je fais à Dartmouth au niveau des postes de quarterback, en fait, c'est les mêmes que Yale. Mais il y a quand même une tradition de victoire et une tradition de recrutement un peu plus important que du côté du Big Green, donc je me fais pas trop de soucis pour eux. Sachant que pareil, ils ont un déplacement pas simple en premier match, on y reviendra. Pareil, voilà, Nolan Grooms, il a quand même fait de la pluie et le beau temps du côté de New Haven. Ça sera compliqué de le remplacer. À voir ce que ça va donner. Là où on sait qui sera quarterback l'année prochaine, c'est Harvard. Enfin, cette année, c'est Harvard. Changement de head coach, mais pas changement de quarterback. Alors, l'année dernière, ça a été un petit peu plus le bordel du côté des quarterbacks de Harvard. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait Charles Deprimac à jouer, et puis après, il a été mis sur le banc pour Jaden Craig. Après une pseudo-blessure, enfin voilà, ça a été un petit peu bizarre. Pareil, là, on ne sait pas trop lequel des deux va commencer. Ça ne m'étonnerait pas que les deux jouent, d'accord. Et ouais, il y a du talent hein, sur les deux. Hein. Charles Deprima, je ne sais plus contre qui c'était, mais il fait un match, il avait plus de 200 yards à la passe et quasiment 200 yards à la course. Je me demande si c'est pas contre.
Cornell, si je dis pas de bêtises. Voilà, et puis en plus, il y a le Shane McLaughlin, le meilleur running back pour moi de l'Ivy League, qui est de retour. Et l'un des meilleurs receveurs, Cooper Barkate. Donc voilà, donc il y a énormément d'armes offensives. Défensivement, voilà, il y a un peu plus de... La Tank Griffith n'est plus là, on en a parlé en début d'émission. La secondary, ça devrait aller. Ty Bartman et Gavin Schickman sont de retour. Mais Harvard va devoir progresser très clairement au niveau du front seven. Enfin, en tout cas, pas progresser parce que c'était pas si mal, mais trouver des joueurs de talent sur le front seven parce qu'ils ont perdu énormément de monde. Et puis surtout aussi trouver un quarterback et s'y tenir parce que je pense que c'est important de le trouver, sachant que honnêtement, sur ce que j'ai vu l'année dernière, Jaden Craig a l'air un peu moins ça passe sous sa casse que Charles Deprima qui était capable du meilleur comme du pire, et sur la fin de saison, enfin sur les derniers matchs qu'il a joué, on a quand même souvent vu le pire pour le Charles Deprima qui a eu des hauts très hauts mais des bas très bas. Je vois Harvard quand même deuxième parce qu'offensivement il y a quand même énormément de talent. L'équipe que je mets comme mes favoris cette année, c'est Penn. Alors paradoxalement c'est eux qui ont le match le plus relevé en semaine 1, on va en discuter juste après. Mais je suis assez excité parce qu'ils ont probablement mon joueur préféré de l'Ivy League, c'est Aiden Sahin, le quarterback, j'en ai beaucoup parlé. En fait, ils ont un trio offensif qui est probablement le meilleur de l'Ivy League et un des tout meilleurs de FCS. Aiden Sahin au poste de quarterback, Malachi Oatsley, le running back qui était d'ailleurs freshman, ou soit redshirt freshman, soit true freshman l'année dernière, je ne sais plus. Et bien sûr, Jared Richardson, le meilleur receveur, hein. Très clairement. Il était pareil, il était dans les équipes de pré-saison à l'FCS. Ça m'étonnerait pas de le voir arriver, alors peut-être pas en NFL, mais ça m'étonnerait pas de le voir passer FBS dès qu'il a terminé son cursus du côté de Penn. Voilà, énorme. Ce trio-là n'a pas commis une mesure en Ivy League. Et du coup, ça fait énormément d'expérience. Et cette capacité voilà, à trouver les bonnes cibles du côté d'Aiden Sahin, je pense, va être hyper importante. Voilà, défensivement, il y a un peu moins de certitude, c'est clair, mais sauf au niveau des linebackers, il y a un trio de linebackers, Jack Fairman, Leninista et Kadari Machen, qui sont peut-être la meilleure de la ligue avec ceux de Dartmouth. Au niveau des DB, il y a notamment Chilo Means, qui est un des meilleurs DB de la ligue. Voilà, la question c'est de savoir la ligne défensive, ce que ça va donner. Mais pour moi, c'est les favoris, si tout se goupille bien, c'est pour moi les favoris au niveau de la Ivy League. Même si malheureusement je pense que leur saison va commencer par une défaite et on va revenir juste après. Alors je vous fais donc rapidement un petit topo. Pour moi, Penn va terminer premier, Harvard deuxième. Allez, je change, je mets Dartmouth troisième, Yale quatrième, Princeton, Brown. Et je vois bien Columbia passer devant Cornell. Je veux dire Columbia et Cornell, même si ça risque d'être hyper serré à tous les niveaux, comme d'habitude en Ivy League, et c'est ça qui est intéressant. Voilà pour une preview de la saison de manière générale. J'ai essayé d'être le plus précis possible. J'espère que ça n'a pas été trop chiant. On va passer au week-end qui arrive. Pareil, là, on va essayer de passer vite parce qu'il y a 8 matchs et je n'ai pas envie de vous embrouiller tout trop. Alors, la quasi-totalité des matchs ont lieu entre 6h et 8h du soir samedi. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a seulement un match de Penn qui a lieu à minuit, heure française. Déplacement hyper compliqué. On va commencer par celui-là, tiens. On va commencer par Penn qui se déplace du côté de Delaware. Delaware qui va monter en FBS en 2000. Alors je sais pas si c'est l'année prochaine, en 2026, mais voilà, c'est très clairement l'une des meilleures équipes FCS. Alors je ne sais pas pourquoi ils sont pas classés, c'est un truc que je comprends pas trop, je dois être tout à fait honnête. Mais offensivement, c'est voilà, ça joue fort. Ça va être très 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 compliqué. Ryan O'Connor, le quarterback, est déjà à 570 yards en 2 matchs. Ils ont joué que 2 matchs pour l'instant. 5 TD et une interception. Voilà, ça va être dur. Ça va être dur pour Penn qui est, je crois, donné perdant de 2 touchdowns. Donc, paradoxalement, c'est pas la mort hein, si Penn perd ce match-là. C'est un gros test d'entrée de jeu. À voir ce que ça va donner. Mais malheureusement, je vois Penn à la peine contre Delaware. Mais c'est pas grave non plus. Tac, on va faire les matchs de 18h heure française. Alors ce match-là, il est sur Flow Sports. Alors, je ne sais pas si ça va être simple de trouver un stream si vous cherchez. Tous les autres matchs dont on va parler sont sur ESPN+. Donc, ça, c'est un peu plus simple de trouver les streams. Mais encore que parfois, c'est un petit peu compliqué. Alors, à 18h, Harvard accueille Stenson. Ce match-là,
ça doit être une win, hein, pour Harvard. Stenson, c'est pas bon du tout. Ils ont 2 matchs gagnés, mais c'est contre 2 divisions 2 et une grosse défaite contre Furman. Furman qui n'est pas extraordinaire cette année en plus. Donc voilà, ça doit être une victoire pour Harvard. On va voir. Je pense que ça permettra aussi aux Crimson de tester un peu les deux quarterbacks. Et ça, c'est pour eux, ça c'est plutôt cool au vu de leur, on va dire, de leur construction de leur saison. C'est pas plus mal que ça soit simple pour eux. Princeton qui se déplace du côté de Lehigh, pas très très loin de chez eux. Lehigh qui est en 1-2, je crois, ou 2-1. Pardon, j'en perds mon latin. Une défaite contre Army, une grosse défaite contre Army, victoire contre Wagner et contre Long Island. Euh, Ça aurait été une Princeton l'année dernière, j'aurais misé sur une victoire. Cette année, avec, comme je vous ai dit, les questions au niveau du poste de quarterback, je ne suis pas encore tout à fait, on va dire, j'ai pas de certitude sur cette équipe-là, donc je vais donner les Mountain Hawks vainqueurs, pourquoi pas en prolongation dans un match relativement serré. Voilà. Après, Lehigh n'a pas une grosse attaque. Donc voilà, Princeton d'être capable de forcer les turnovers et de marquer des points grâce à sa défense. Ça a été d'ailleurs une grande force l'année dernière. Il faut que ça continue de la grande force. S'ils sont capables de faire ça, ils peuvent avoir une chance. Je crois que le spread n'est pas très élevé d'ailleurs. Donc voilà. Mais malheureusement, en l'absence pour l'instant de vrais repères dans l'attaque de Princeton, je vais donner Lehigh. Columbia qui accueille Lafayette toujours à 18h. Match intéressant. Match intéressant. Revanche de l'année dernière, hein, où Columbia avait pris une bonne grosse fessée. Le problème, c'est que Lafayette est numéro 14, je crois, au Pôle FCS. Donc, c'est une grosse équipe. Je crois qu'ils sont pareils. Il y a un spread assez important. À voir. Ils vont tomber sur une attaque chaude, on va dire ça comme ça, très clairement. Ça va être un peu force contre force en plus. Grosse attaque du côté des Leopards contre la grosse défense de Columbia. John Pop est un coach défensif, donc ça c'est plutôt cool. Mais par contre en face, voilà, malheureusement, il tombe sur une équipe des Leopards qui s'est bien chauffée lors des derniers matchs, 96 points contre Monmouth et Marist College. Voilà, Dean Nobile est à quasiment 800 yards, à 800 yards de la passe en 3 matchs, 73% de complétion, enfin, gros running back, gros receveur, enfin, ça va être un sacré choc d'entrée de jeu pour Columbia. Voilà, le but, c'est, je pense, de lancer correctement la saison. Une victoire, ça serait presque trop beau, à mon avis. Mais sait-on jamais, surtout que c'est du côté de Manhattan. Donc, avec un peu de chance, ça pourrait passer, mais je vois Lafayette l'emporter. Je pense, de manière générale, ça va être quand même une semaine un peu compliquée pour la Ivy League. À 19h, Brown qui se déplace du côté de Georgetown. Georgetown, je crois qu'ils sont à 2-1 aussi. Je mise une victoire de Brown. Parce que Georgetown, défensivement, même si c'est costaud, je pense que ça pourrait le faire. Surtout qu'ils n'ont pas encore rentré de quarterback aussi fort que Jack Wilcox, tout simplement. Donc je vais miser une victoire de Brown, mais il faut que Jack Wilcox soit parfait parce que je pense que défensivement, Brown risque de souffrir un petit peu contre Georgetown qui fonctionne plutôt bien en attaque. Fordham qui se dépasse du côté de Dartmouth. Alors ça, par contre, c'est la victoire la plus sûre, j'ai presque envie de dire, avec Harvard cette semaine. Il faut que le Big Green l'emporte et l'emporte facilement. Pareil, ça va leur permettre, je pense, de faire des ajustements au niveau du poste de quarterback. Même si le poste de quarterback est arrêté. Voilà, les Rams de Fordham, c'est 0-3 avec notamment une grosse défaite contre Central Connecticut. Voilà, donc bon. Je pense que le Big Green devrait s'imposer assez largement. Cornell qui se dépasse du côté de Colgate, là aussi à 19h. Colgate qui est à 0-3, mais c'est un peu en trompe-l'œil, j'ai envie de dire. Alors, pourquoi en trompe-l'œil? Alors, il y a une grosse défaite contre Villanova, mais Villanova cette année est pas mal du tout. Une courte défaite contre Akron, une équipe FBS, et une très courte défaite contre Maine. Voilà. Donc c'est un 0-3 qui dit que l'équipe est quand même pas forcément si mauvaise que ça. Alors, pas forcément mauvaise, et je pense supérieure à Cornell aussi. Voilà, pas. C'est à New York, Colgate, en plus. Enfin, dans l'État de New York, donc c'est le derby new-yorkais. Je vais te donner une victoire de Cornell. Allez, je vais être un petit peu chauvin. Ça risque d'être serré et ça m'étonnerait pas que ça se joue sur un field goal ou en prolongation, cette histoire. 20h, dernier match dont on va parler aujourd'hui, c'est Yale qui se déplace du côté de Holy Cross. Pareil, Holy Cross,
moins fort aussi peut-être paradoxalement que les années précédentes. Bilan de 1-2, défaite contre Rhode Island et contre New Hampshire, mais de 4 points les deux cumulés. Victoire contre Bryant la semaine dernière. À voir. Joey Pesanski, le quarterback, fonctionne bien jusqu'à présent. Au niveau du jeu au sol, c'est un peu plus compliqué. Et voilà, Yale, pour l'instant, on ne sait pas trop de quoi l'attaque sera faite non plus. Mais je vais quand même donner Yale vainqueur. Je crois que le spread est assez faible. Ça va être 3 points pour l'Icross. Mais Yale a besoin de cette victoire, je pense, pour cette saison. Autant Penn, ce ne sera pas si grave parce que je vais dire que Harvard et Dartmouth ont besoin de gagner à 100% parce qu'ils rencontrent des équipes faibles. Princeton, Brown et Yale a besoin de gagner pour se rassurer. Se rassurer avant le début de saison. Columbia, Cornell et Penn, on verra bien. Voilà, aussi simple que ça. Voilà. Donc des matchs à 18h, des matchs à 19h, des matchs à 20h et un match à minuit. On va parler très rapidement. Alors, une des difficultés pour garder la V-League, c'est trouver des streams, qu'on soit très clair. Alors, si vous avez la chance d'avoir une IPTV, je pense que les matchs doivent être dispo. Sinon, c'est parfois un peu compliqué de choper des streams. Heureusement, il y aura quelques matchs qui sont diffusés sur ESPNU tout au long de l'année, et donc ça permet quand même d'avoir trouver des streams plus facilement, ou si vous avez la chance d'avoir IPTV, pareil, ou votre abonnement, enfin bref, de choper ces matchs plus facilement. Alors, il y a 6 matchs qui seront diffusés sur ESPNU. C'est souvent les vendredis soirs, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y en a 5 vendredis soirs, et le The Game entre Yale et Harvard le samedi 23 novembre. Alors très rapidement, ça fait un peu liste à l'après-vert, mais je vous le dis quand même. Harvard qui à Cornell, ça sera vendredi 11 octobre à minuit. Le vendredi suivant, il y a Brown qui se déplace du côté de Princeton à 1h du matin. Yale qui se déplace du côté de Penn, celui-là il va être très très cool. Vendredi, toujours vendredi 25 octobre. Lui, je pense que c'est à minuit avec le changement, si je me trompe pas, avec le changement d'heure, je pense que ça sera à minuit heure française, donc ça c'est cool. Yale à Columbia, vendredi 1er novembre à 1h du matin. Et Dartmouth qui se déplace à Princeton le vendredi 8 novembre à 1h du matin. À minuit là aussi. Donc il y a peut-être 3 matchs à partir de minuit, un vendredi soir, donc ça c'est plutôt cool. Là-dedans, les 2 affiches qui sont quand même les plus intéressantes, Yale à Penn et Dartmouth à Princeton. Et le dernier match qui sera diffusé probablement sur ESPNU, mais peut-être sur ESPN, sait-on jamais. C'est Yale à Harvard, samedi 23 novembre, c'est souvent à 18h le match de game. Donc voilà, en plus ça sera pas pendant la Rivalry Week, donc ça va pas être en même temps par exemple que Michigan Ohio State, donc ça c'est plutôt cool. Donc si vous voulez vous laisser tenter par un match, c'est souvent en plus la victoire en Ivy League se joue souvent là, donc voilà, donc ça peut être intéressant. Voilà pour un tour d'horizon exhaustif, j'espère, de l'Ivy League cette saison et des présentations des matchs de la semaine. Alors, la semaine prochaine, je ne sais pas si je ferai une émission. Enfin bref, je pense que j'en ferai une, mais j'aurai pas mal. Enfin, je suis pas là samedi. Les mariages, merci les mariages en automne, hein, merci. Donc malheureusement, je ne serai pas là, donc je vais essayer de rattraper, mais je vous garantis rien. Enfin bref, on verra. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bon épisode, une bonne semaine de College Football, une bonne reprise de la Ivy League pour ceux qui auront l'envie de regarder. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine, probablement. Salut tout le monde.